je vais mettre l'accent sur trois choses. Je vais essayer d'abord de démontrer le poids des PME-PMI dans les économies émergentes, en particulier le cas du Sénégal. Mais je ferai quelques petites incursions à titre de comparaison avec deux pays qui sont très proches de nous, le Maroc et la Côte d'Ivoire. Et puis après, surtout, je vais vous entretenir aussi des conclusions de la table ronde que nous avions organisée sur la sous-traitance industrielle, qui était pour nous une sorte de point d'entrée à ce forum-là. Bon, je vais décliner un peu les principales recommandations qui sont sorties de cette table ronde, à laquelle d'ailleurs beaucoup de représentants du secteur privé avaient pris part, y compris ceux du secteur pétrole et gaz. Donc nous avions eu, disons vraiment, une audience assez intéressante. Et enfin, je vais essayer de partager avec vous un certain nombre d'idées sur comment on pourrait vraiment renforcer la création de ces petites entreprises. Je sais que le directeur général de l'ADPME reviendra sur ça, parce que je sais qu'ils sont en train de faire un énorme travail sur ça. Et je pense qu'il va revenir, certainement, il va mieux compléter ce que moi j'ai dit. Alors, poids des PME dans les économies émergentes, le cas du Sénégal. Vous avez tous à l'esprit ce recensement général des entreprises donc, qui a été réalisé en 2013 et également l'enquête qui avait été conduite par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, ANSD, et qui avait donné les résultats suivants. Près de 99% des unités économiques recensées sont des micro, petites et moyennes entreprises. MPME. Et en plus de cela, ces entreprises-là interviennent principalement dans le secteur informel. Donc voilà le constat. Et quand j'ai regardé ce qui se passe dans d'autres pays, les chiffres étaient très voisins. Quand j'ai regardé le cas de la Côte d'Ivoire, c'était également 98%. La seule chose qui nous différencie là-bas, c'est qu'ils avaient déjà un noyau de PME qui étaient déjà des PME assez bien structurées. Sur les 210 000 entreprises qui avaient été recensées là-bas, les 60 000 étaient déjà des PME formelles. Donc c'est pour ça qu'ils avaient, ils avaient un certain poids dans l'économie nationale. Et les 150 000 autres étaient dans le secteur informel. Quand j'ai regardé rapidement le cas du Maroc, bon, c'était évidemment un peu mieux parce qu'ils ont fait le recensement. La Côte d'Ivoire a fait ce recensement en 2020. Au Maroc, ils l'ont fait en 2019. Ils avaient quelques 600 000 entreprises et à peu près les 92% étaient des PME. Et là encore, on trouve des PME d'une certaine dimension. Parce qu'on a constaté que ces PME intervenaient déjà dans le processus d'exportation. Les PME jouaient déjà une part significative en matière de chiffre d'affaires à l'exportation. Ils étaient déjà autour de 38%. Donc c'était quand même important. Et plus tard, vous comprendrez un peu pourquoi je vais insister sur certains aspects en essayant d'apprendre de ce pays-là, qu'est le Maroc. Alors évidemment, toutes ces entités-là se caractérisent par une faible productivité et sont peu compétitives, tant sur le marché local que sur le marché extérieur. Donc ceci est valable aussi ailleurs, puisque quand on regarde leur contribution au PIB, c'est en général, bon, là où les chiffres sont à peu près, c'est entre 20 et 25%. Il est rare qu'on arrive aux 30% ou aux 35% du PIB en termes de contribution. Mais dans certains pays, on a quand même constaté qu'en matière d'emploi, ce secteur informel contribuait d'une manière assez importante en matière d'emploi, non seulement en zone urbaine, mais surtout en zone rurale. Donc en zone urbaine, ça tournait autour de 40%, tandis qu'en zone rurale, ça pouvait aller jusqu'à 70%. Donc voilà un peu très rapidement brosser la physionomie un peu de ces PME. Alors évidemment, ce qui est le plus connu souvent quand on parle des PME, c'est ce lambinant problème d'accès au financement. Parce que toujours, tout chef de PME que vous rencontrez, il dit « j'ai des problèmes de financement, je n'arrive pas à faire financer mon projet ». Et évidemment, il y a une étude de la BCEAO, Banque centrale de l'Afrique de l'Ouest, qui a mis en évidence les principales difficultés relevées
cette fois-ci par les établissements de crédit, s'agissant de l'accès au financement des PME-PMI. Alors, ils ont relevé, les banquiers, nos amis les banquiers, qu'il y avait une faible qualité de l'information concernant les PME. Ils ont dit que ça faisait 97,3% en termes d'information. Ils n'ont pas de visibilité. Je pense que M. Djabira, tout à l'heure, vous dira quelles sont les raisons et qu'est-ce qui est en train d'être fait pour inverser cette situation. Alors, ça, c'était le premier constat. Il dit insuffisant dans la gestion et la gouvernance. 87,3%. 87,3%. Voilà. Je crois que ça apparaît là-bas. Alors, ils ont dit que le taux de défaut élevé aussi, ils avaient un taux de défaut élevé sur les PME. Ils l'ont évalué à 69,7% défaut. Bon, tout le monde sait ce que c'est. Effectivement aussi, il y avait l'insuffisance ou la faiblesse des mécanismes de partage des risques. Et ça, ils l'avaient évalué à 68,2%. Quoique, nous savons tous quand même qu'il y a des efforts qui ont été faits pour mettre en place des fonds de garantie. Moi-même qui vous parle, quand j'étais à la SONEPI, nous avions même un fonds de garantie déjà, qui était intégré dans notre structure. Un fonds de garantie et un fonds de participation. Et nous garantissions jusqu'à 50% donc des besoins de financement de l'investissement de la PME. Et en plus de ça, la banque nantissait, bien sûr, les équipements de production. Des fois, il y a les sûretés réelles. Et on avait l'impression même qu'il y avait trop de garanties. Il y avait surgarantie. Mais malgré tout, le problème de l'accès au financement restait toujours là. Ce n'était pas résolu. Et c'est pour cela que d'ailleurs nous avons mené une réflexion, puisque le président rappelait tout à l'heure que bon, j'avais été impliqué dans les activités de notation financière qui m'avaient amené à financer des États, mais aussi des entreprises, des banques, des sociétés industrielles. Et aussi, nous avions vu qu'il y a certains pays quand même qui avaient pu quand même surmonter ce problème et qui étaient parvenus quand même à faire financer leur PME, leur secteur PME et leur secteur informel. C'était le cas du Maroc, du Nigeria, du Liban, de l'Indonésie, de la Malaisie et de l'Angleterre, nonobstant le statut. Donc, ils arrivaient à financer. Alors, nous avons réfléchi avec l'ADPME d'ailleurs, nous avons dit, mais au fond, pourquoi ne faudrait-il pas envisager de noter les PME? Parce qu'en fait, la notation, c'est quoi? C'est se faire une opinion sur la faculté pour une entité de faire face à ses engagements financiers. Les États le font, les grandes entreprises le font, les banques le font, tout le monde le fait. La PME est une entreprise. En tout cas, nous voulons quand même avoir des PME championnes, bien sûr, hein, qui peuvent également se soumettre à cet exercice. Et nous sommes allés plus loin, nous avons dit, mais en plus de ça, il faudrait aussi que nous notions les portefeuilles bancaires, à savoir les banques qui financent les PME, parce que ces banques-là sont frileuses. Quand tu leur parles, ils disent « Ah, c'est risqué ». J'ai eu à noter des banques dans la sous-région qui étaient des banques dédiées au financement des PME qui se font noter, et qui sont même un peu dans la plupart des pays de la sous-région. Et j'en ai vu même maintenant qui supportent même de grands projets dans le domaine de l'électrification. Et pourtant, ils se sont fait noter. Donc, elles arrivent par ce moyen-là à pouvoir mobiliser plus de ressources financières, hein, pour pouvoir encore intervenir davantage au profit des PME. Et il y a aussi un autre élément que vous connaissez, je pense qu'il y a des banquiers dans cette salle, c'était la titrisation. C'est un terme qui est un peu rébarbatif, mais en fait qui n'est rien d'autre qu'un mécanisme qui permet un transfert ciblé et spécifique du risque financier au cédant. C'est-à-dire qu'on trouve des sociétés d'investissement qui acceptent de prendre tout ça et d'aller maintenant renégocier là. Bon, je pense que ça se fait même au niveau des États. Vous avez entendu parler de l'intervention de certains pays qui sont intervenus sur ce plan-là, et ça peut se faire. Et nous avons d'ailleurs constaté que ce mécanisme-là a été longuement et profondément utilisé par le Maroc pour financer ces PME. Et ainsi, ils sont parvenus à disposer de ressources financières importantes, hein, qui leur ont permis véritablement d'accompagner des PME et d'avoir des PME aussi d'une certaine envergure, hein, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, qui maintenant pèsent
en matière d'exportation. Donc, mais évidemment, quand vous avez un tel mécanisme, tout de suite, quand vous êtes en face du chef de PME, que je connais bien, il va dire, mais alors qui va payer? J'ai déjà des problèmes pour... Alors, nous avons pensé à un système, à un mécanisme, et nous avons même, je crois, approché certains partenaires, l'Allemagne, les Nations Unies, mon ancien collègue n'est pas là, et qui ont dit, écoutez, l'Allemagne surtout, qui ont dit, ah oui, mais c'est vrai, nous serions prêts à mettre en place un fonds spécial. Et peut-être que les banquiers eux-mêmes pourraient venir aussi y contribuer, qui va nous permettre donc vraiment de prendre en charge cette notation-là pour quand même alléger les PME. Et je suis sûr qu'une fois qu'ils verront que tout ceci a favorisé leurs conditions d'accès au financement, demain, ce sont ces mêmes PME-là qui viendraient dire, écoutez, moi, je vais me faire noter. Parce qu'ils verront tout de suite l'avantage, parce que ça leur permet d'avoir la situation de leur entreprise dans toutes les composantes, parce qu'on ne se contente pas seulement de la capacité de financement, on regarde toutes les possibilités de développement de la PME elle-même à travers ces marchés, à travers les partenariats qui sont noués. Par exemple, quand bientôt on parle beaucoup de la commande nationale et tout ça, quand ils ont accès à cette commande, tout ça, ça leur donne quand même des perspectives intéressantes et la notation va passer à travers tous ces éléments pour dire, voilà une entreprise donc, qui quand même peut faire face à ses engagements. Et même si à l'instant, maintenant, elle ne peut pas y faire face, elle a les moyens pour y arriver, parce qu'il y a des atouts, il y a des niches à exploiter qui feront qu'elle va y arriver. Donc ça, c'est quelque chose dont nous avons discuté. Je sais que déjà au niveau de l'ADPME, il y a le e-rating qui déjà fonctionne. Donc ça veut dire que c'est quelque chose de tout à fait faisable. Alors maintenant, pour arriver à tout ça, évidemment, nous avons dit qu'il y a une nécessité quand même de procéder au renforcement, vraiment, parce qu'il y a un besoin de renforcer, de renforcement de la productivité, de la compétitivité des PME pour leur insertion harmonieuse dans le tissu industriel. Et le tissu industriel, maintenant, ne se limite pas seulement au secteur manufacturier, puisque nous allons rentrer dans l'ère de l'exploitation du pétrole et du gaz. Et là aussi, nous avons besoin de PME costauds, sur le plan technique, sur le plan financier, pour leur permettre véritablement de tirer profit de ce qu'on appelle le contenu local. Et ça, nous avons pensé à ça, et c'est pour cela que nous avons dit qu'il faudrait qu'on arrive à mettre en place un écosystème pour les PME, un véritable écosystème de la PME, en les organisant dans la chaîne de valeur, en les mettant en réseau cluster, et en vue d'une meilleure aussi mutualisation des moyens, parce que souvent ce sont les moyens qui manquent, mais il faut mutualiser les moyens, et cela est très important parce que ça va permettre d'avoir des niveaux d'intervention plus élevés. Et c'est dans ce cadre-là aussi que quand nous avons, comme je l'ai annoncé tantôt au début, quand nous avons organisé cette table ronde sur la sous-traitance industrielle, nous avons essayé de voir un peu aussi quelle était la situation des PME vis-à-vis de cette sous-traitance industrielle. Parce que le représentant nous dit ce matin l'a dit, ils ont mis en place un certain nombre d'outils, dont une bourse de sous-traitance et de partenariat, qui devrait favoriser vraiment cela. Et je me rappelle quand j'étais représentant en Côte d'Ivoire et que le projet de mise en place d'une bourse de sous-traitance avait été lancé, j'avais convaincu les Ivoiriens à venir voir ce qui se passe ici. Et ce n'est pas facile. Parce que l'Ivoirien, le benchmark, tout le monde le sait, ils vont le faire avec la Malaisie, avec la Corée du Sud, avec l'île Maurice. Mais ils ont accepté, ils sont venus pour s'imprégner. Et effectivement, leur bourse de sous-traitance a très bien marché. Parce que je reviens encore là-dessus, ce matin, ce que je disais, parce que là-bas, ils ont impliqué fortement le secteur privé dans la gestion de cette bourse. Et ce qui fait que cette bourse, aujourd'hui, est énorme. Malheureusement, quand nous avons examiné le cas de la bourse du Sénégal, malheureusement, nous avons trouvé que cette bourse-là, vraiment, n'était pas au meilleur de sa forme. Et c'est pour cela qu'à l'issue de la table ronde, nous avons fait un certain nombre de recommandations pour que cette bourse-là soit renforcée au plan humain, financier et technique.
et qu'elle soit même relocalisée. Nous, quand nous faisions le travail, mais nous avons eu du mal à trouver cette bourse. On demandait partout où se trouve la bourse, où se trouve la bourse. Ça, je pense que ce n'est pas un bon indicateur pour une bourse qui est au service du secteur privé. Donc, il faut mettre cette bourse là où vraiment, véritablement, Président, il me reste combien? Ah, je me suis. Ah, le président, il est gentil. Hein? Bon, écoutez, je vais accélérer. J'en ai fini, je vais finir parce que je vais aller vite aux conclusions. J'en suis arrivé aux conclusions. Je partageais seulement avec vous, mais vous verrez dans les slashes là ce que nous avons recommandé. Nous avons pensé qu'il faut y avoir une forte implication du monde scientifique, des écoles de formation. Tout ce monde-là doit s'y mettre pour vraiment pousser à cela. Et enfin, comme je l'ai dit, j'ai partagé avec vous un certain nombre de recommandations qui, à mon avis, pourraient peut-être aider à accélérer la naissance des PME. Et ceci en partant des différentes initiatives que nous connaissons, le programme de partenariat pays ONUDI, avec la mise en place de toutes ces facilités, telles en matière de parcs industriels, d'agropoles, de zones économiques spéciales. On parle même de domaine industriel de deuxième génération. On a dit qu'il faut développer, il faut d'abord identifier et développer les chaînes de valeur porteuses à travers une stratégie efficace de création de tous ces... Parce que quand on crée ces structures, il faut toujours penser aussi à l'interface nécessaire pour que ces structures-là puissent vraiment remplir leur mission. Et nous avons pensé aussi qu'il faut de plus en plus qu'on pense quand même à développer des partenariats entre les toutes petites entreprises, les moyennes entreprises et les grandes. Et ceci pour leur permettre vraiment de capter des possibilités et d'avoir de nouveaux, et d'acquérir des gains de compétitivité. Il faut élaborer et déployer des solutions financières adaptées, on en parle toujours. Il faut favoriser donc la signature maintenant de conventions de partenariat avec les banques et les établissements financiers, y compris les fonds de garantie qui sont créés pour les PME, parce que souvent, on a constaté que ces fonds de garantie ne sont pas forcément au service des PME. Il faut intensifier l'incubation. Donc, vous savez, maintenant, on parle de e-incubation. E-incubation, je pense que mon ami, il y reviendra. Il faut aussi mettre en place un programme national d'incubation. Il ne faut pas seulement mettre les incubateurs à Dakar. Il faut les mettre à l'intérieur du pays, parce qu'il y a un potentiel là-bas. Et enfin, il faut envisager la création d'une plateforme digitale, qu'on appelle communément Digital Marketplace. En fait, cette plateforme a pour rôle même d'accélérer la formalisation des entreprises. Parce que dès que vous rentrez dans la plateforme, vous êtes identifié. On sait qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites. C'est un début. Et ça permet à l'entrepreneur d'avoir accès à un certain nombre de choses. La traçabilité de son produit est garantie. Hein? On connaît son respect des normes d'une manière générale. Et ça, c'est valable aussi bien pour les producteurs que pour les distributeurs. Donc, c'est un élément qui peut faciliter effectivement la formalisation et l'intégration dans les marchés, notamment en perspective à la mise en place de la ZLECAf. Voilà, Monsieur le Président. En tout cas, je vous remercie pour votre indulgence. Je vais m'en arrêter là. Et je resterai à votre disposition pour les questions. Merci beaucoup. Je pense que le modérateur a toujours la tâche.